Stop ou encore, le grand studio, tant d'émissions, RTL et les autres, Goldman, une vie en chanson, c'est Éric Jean-Jean qui écrit un bouquin. Alors, c'est pas facile d'écrire sur la personnalité préférée des Français. Oui, bien sûr, la personnalité préférée. Et en même temps, Goldman, qui est-il ? Qui le sait ? Ben, peu de gens, au fond. Peu de gens, parce qu'il a beaucoup écrit et peu dit sur lui. D'ailleurs, on a dit beaucoup à vous, Patrick, et je voulais vous remercier. J'en profite d'être sur cette antenne, parce que j'ai utilisé certaines de vos très grandes interviews avec Jean-Jacques Goldman pour travailler sur ce livre. Mais c'est vrai qu'il a plus dit en off à des amis comme vous qu'il n'en a dit pour de vrai à des journalistes face à un micro ou devant un cahier. Mais c'est un personnage passionnant parce qu'il est complexe. Voilà, c'est juste un type ultra talentueux qui a fait une carrière prodigieuse. Oui, absolument, on va entendre. Alors il suffira d'un signe évidemment, et puis quand la musique est bonne, son deuxième gros succès, ça donne de l'énergie et ça dit beaucoup de qui il est, écoutez. Toujours en fraude, des champs de coton dans ma mémoire, 3 notes plus. Et ça, Éric, vous racontez comment il débute dans la chanson presque par hasard. Il vend des articles de sport dans une boutique. En fait, l'histoire, elle est assez jolie. C'est-à-dire que Jean-Jacques, il a toujours fait de la musique. On le piste déjà dans une chorale catholique à Montrouge, les Red Mountain Gospelers, qui est ce premier disque. Ensuite, il va travailler dans différents groupes, les Phalansters, puis Taifunk, c'est là qu'on l'a pisté vraiment. Mais lui, il découvre un jour lors d'un concert de Léo Ferré, parce qu'il était allé voir le groupe Zoo qui accompagnait Léo Ferré, il découvre qu'on peut faire de la très bonne musique, c'est ce qu'il voulait voir, et aussi parler en français. Et donc il va décider d'écrire en français. Ouais. Sauf que personne ne veut de ses chansons. Oui, ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, on croit qu'il suffira d'un signe, c'est le premier titre, mais non, il en a écrit plein avant, mais tout le monde s'en fiche. Les maisons de disques disent non, on n'en veut pas. Non. Alors, en fait, il veut proposer des chansons aux autres, c'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est écrire des chansons pour avoir du succès avec les autres. Mais d'ailleurs, quand on voit avec le recul sa carrière, c'est précisément ce qu'il a fait. Et donc, il est refusé, puis il rencontre un homme qui s'appelle Marc Lombroso, qui va être très important pour lui. Et donc, Marc essaye de placer ses chansons, puis au bout d'un moment, il lui dit, écoute, il faut que tu les chantes. Et donc, Jean-Jacques commence à chanter. Alors, il va faire quelques coups d'essai, Sweet Memories, des petits trucs comme ça qui vont pas bien marcher. Puis arrive son premier album, il signe chez Epic, qui est un tout nouveau label de jeunes talents. Après, là, c'est le début du succès. Oui, alors, il y a une chanson parmi tant d'autres des débuts. Et ça, il en était très fier. Il en est très fier, parce que c'est une chanson qui parle de la Shoah, mais il l'a fait entrer dans les hit parades. C'est Comme toi, écoutez. Vous savez, le coup de génie de cette chanson, en fait, c'est justement de parler du drame du XXe siècle, la Shoah, tout en ne prononçant jamais le mot Shoah, tout en n'ayant aucun mot violent ni agressif dans la chanson. En fait, il place sa caméra sur une petite fille, il s'adresse à la sienne de petite fille, qui a à peu près l'âge de cette petite fille, alors qu'il aurait trouvé dans des carnets de photos de sa maman, qui est une Allemande d'origine juive, évidemment, et il y avait il y avait des photos de sa famille avec marqué déporté sous les noms, et cette petite fille, vraisemblablement, qui est morte dans un camp de concentration, elle est exactement comme sa fille à lui, sauf que là, lui, quand il écrit cette chanson, il est dans les années 80, et elle est née justement dans ces années 40 ou dans ces années 30, et d'autres gens en avaient décidé autrement, c'est-à-dire que les nazis avaient décidé d'exterminer tout un peuple. Oui. Ce qu'il faut, c'est que sous une allure de légèreté, comme ça, il arrive à placer des messages absolument incroyables et qui disent beaucoup de lui, de sa famille, de ses origines. Là, par exemple, quand il parle de la Shoah, il parle de sa famille. Son père, Moshe, qui naît en Pologne au début du siècle, qui se rend très très vite compte que c'est un pays antisémite, donc il fuit pour aller d'abord en Allemagne, et là il se rend compte que c'est pire. Il arrive en France, il se bat pour la France, il s'engage dans l'armée française, il part en Afrique du Nord, il est naturalisé français, et puis arrive la guerre. Là, pour le coup, il va faire la guerre. Il est décoré, parce que c'est un héros de guerre, et puis ensuite il retourne en France à la démobilisation, il se rend compte qu'il doit se battre parce que les nazis ont gagné, et donc il va être l'un des très très grands résistants français juifs, et il va notamment être à la tête du commando qui va libérer la ville de Villeurbanne. Et d'ailleurs Jean-Jacques l'apprendra sur le tard, cette histoire. Son père est un très grand héros de guerre, et donc la racine de la famille Goldman se perd dans les Balkans, entre l'Allemagne pour sa maman, la Pologne pour son papa, et puis
puis voilà, puis lui grandit à la fois dans cette culture-là. Ils sont pas pratiquants, hein, ils sont juifs. D'ailleurs, Jean-Jacques, c'est à vous, je crois qu'il l'a dit. Il a dit, moi, je serai juif tant qu'il y aura des antisémites, quoi. Je défendrai les juifs tant qu'il y aura des antisémites. Il n'est pas du tout un pratiquant, il n'est pas du tout à fond, mais il considère, voilà, qu'il est juif et surtout qu'il doit lutter contre les extrêmes en général et l'antisémitisme en particulier. Et en même temps, il se demande dans une chanson, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né en 17 à Leidenstadt? Écoutez. Si j'avais été allemand, bercé d'humiliation, de haine, d'ignorance. Pour moi, je crois que c'est le chef-d'œuvre de Goldman, ça. Ouais. Le chef-d'œuvre de sa carrière. D'abord, la musique, si vous écoutez bien, c'est inspiré d'un groupe californien, Bruce Hornsby and the Range. C'est vachement bien gaulé. Et puis, il utilise les trois voix, Fredericks, Goldman et Jones. Et lui, sa partie à lui, c'est moi, Jean-Jacques, donc juif ashkénaze, était né en 1917 à Leidenstadt. Leidenstadt est une ville qui n'existe pas, la ville de la douleur. Il invente ce mot. Si moi j'étais né en 17 à Leidenstadt, ça veut dire qu'en 1936, quand Hitler arrive au pouvoir, j'aurais été un jeune homme. Et si j'avais grandi justement dans l'humiliation de cette Allemagne, humiliée par le traité de Versailles et par les Alliés qui avaient gagné la guerre, est-ce que j'aurais eu la haine? Est-ce que j'aurais été en colère? Est-ce que j'aurais été mieux que ces gens-là? C'est vraiment une question qu'il se pose. Après, il fait naître Carol Fredericks, afro-américaine. Il l'a fait naître à Johannesburg, blanche et riche. Et puis son ami Michael Jones, il le fait vivre sur les Docklands de Belfast. Si lui, il avait été catholique à Belfast, qu'est-ce qu'il aurait fait? Enfin, je veux dire, la mise en perspective, c'est formidable. Jamais il pardonne. Attention, il dit pas qu'il excuse, hein. Il dit mais qu'est-ce que j'aurais fait moi? Extraordinaire, encore une fois, sous une force, mélodie imparable, compositeur de génie, et il arrive à dire des choses si fortes. Il y a une autre chanson que j'adore, qui s'appelle Rouge, et là encore, derrière, c'est son père. Ah bah oui. C'est son père communiste. Les chœurs de l'armée rouge. Oui. Alors son père, Moïse Goldman, très très proche du parti communiste, mais qui a vu ce que les communistes ont fait en Union soviétique. Donc il veut pas avoir la carte. Mais en revanche, quand il était petit, Jean-Jacques, il allait là au Palais des Sports de Paris pour aller entendre les chœurs de l'armée rouge. C'était une des 2-3 sorties. Et là, il chante avec eux. Ce qui est génial. Parce qu'avec l'ouverture du mur de Berlin, en fait, avec l'ouverture de l'Union soviétique, il va pouvoir aller à Moscou enregistrer avec ses soldats qui sont les chœurs de l'armée rouge. Puis cette chanson, c'est un chef-d'œuvre pour plein de raisons. D'abord, c'est son Bohemian Rhapsody à lui. Si vous écoutez, il y a un riff de guitare, il y a des accalmies, il y a des harmonies vocales. Il adore les harmonies vocales, les Red Mountain Gospelers, mais toutes ces harmonies vocales. Et puis, il y a ces chœurs de l'armée rouge, c'est juste magnifique. Et la chanson en elle-même, elle raconte cette espèce de comment vous dire, il y a tout un siècle qui est là-dedans. C'est-à-dire qu'on commence par les grands espoirs de 36, voilà. Il y aura des jardins, on n'aura plus faim, tout le monde sera heureux. Et puis derrière, il y a les gros riffs de guitare qui va d'ailleurs donner à Nagui pour Taratata, qui là symbolise la Seconde Guerre mondiale. Et puis derrière, il y a la désillusion du communisme. Et tout ça dans une fresque historique. D'ailleurs, au début, il voulait écrire une comédie musicale, puis il a décidé de ne pas le faire. Mais cette chanson, c'est pareil, c'est un grand chef-d'œuvre musical et aussi au niveau du texte. Juste l'écoute. De l'histoire, le rouge après le noir. Ça, c'est la gaieté de 36. Écoutez bien, on aura des dimanches. Avec les chœurs derrière. Les congés payés. Et nos frères de silence. C'est génial, hein, C'est magnifique. Eric. Là, on se rend compte combien c'est riche, la musique de Jean-Jacques. Une autre, tiens, c'est dernier album, pour l'instant, j'espère quand j'aurai l'en fera un autre, c'est Tourne les violons, qui était sur l'album Oui, Chanson c'est pour rigolo. les pieds. Mais derrière cette apparente légèreté, il dit quoi, le message des chansons de Jean-Jacques? Il dit, il faut vivre, il faut croire chacun à son destin, même vie par procuration, même ordinaire. Il n'y a pas de... Personne n'est ordinaire, c'est ça qu'il dit. Il y a deux messages là-dessus. D'abord, ce message qui va porter pendant toutes les années 80, qui est, par exemple, sur la chanson Envole-moi ou sur Encore un matin, c'est « Tu veux quelque chose ? Fais-le. C'est toi qui dois prendre ton destin en main. » Et la deuxième, et notamment dans cette chanson, on en parlait avant de commencer, vous et moi, Patrick, dans cette émission, de son rapport à la célébrité. Là, cette chanson Tourne les violons, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est l'histoire d'un beau chevalier dans un espèce de festin ripailleur qui touche le menton d'une petite servante qui sera servante toute sa vie et qui lui dit « Tu es bien jolie ». Et la gamine, elle va s'en rappeler toute sa vie, parce que ça va changer sa vie. Et lui, il est parti se bourrer la gueule avec tous les autres, parce que c'était son destin de chevalier ce jour-là. Et là, je pense qu'il fait sans doute
il fait allusion à la célébrité, cette fameuse célébrité contre laquelle il a lutté pendant toute sa vie. Ouais. Il n'en voulait pas. C'est ça qui explique, Eric, qu'il ait quitté tout ça en plein triomphe. Qu'il se soit retrouvé tranquille à faire du vélo à Marseille, puis maintenant un peu après à Londres, hein, et loin de toutes ces lumières. C'est le grand paradoxe de Goldman, et à la fois c'est ce qui en fait sa richesse, je crois. C'est-à-dire qu'il a absolument voulu être le numéro 1. D'ailleurs, il le chante, être le premier. Il a beaucoup d'ambition, et d'ailleurs, il avait raison d'en avoir parce qu'il a beaucoup de talent. Il est devenu numéro 1, mais ce qu'il n'avait pas mesuré, ou ce qu'il n'a pas aimé, mais je crois que c'est un peu des deux, c'est l'incidence collatérale qui s'appelle le succès, la célébrité, ce qu'on appelle aujourd'hui les people. Il est devenu un people, lui c'est pas un people, il n'a pas envie d'aller dans les boîtes de nuit, il n'a pas envie d'avoir des caisses de sport, lui ce qu'il veut c'est faire de la musique avec des musiciens et avoir du succès, entendre ses chansons à la radio. Et donc je pense que c'est ce choc qui a fait qu'un jour il s'est dit, d'abord je vais y aller parce que ce serait honteux de ne pas y aller, mais je ne vais pas y rester longtemps. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Là-bas, parmi tant d'autres. Quand même, ça, elle vous donne des frissons. Ouais, et puis parce que là, il y a tout Goldman, quoi. Ouais, d'abord, il y a Goldman, puis alors il y a Sirima. On a commémoré d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, la disparition de Sirima qui a fini tragiquement sa vie. En fait, l'histoire de là-bas, encore une fois, c'est le départ, l'exil. Son père, Moïse, qui quitte la Pologne, voilà, aller vers d'autres lieux, vers d'autres endroits. Alors peut-être que pour Jean-Jacques, c'était l'Amérique ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, quitter les migrants, on y est, quitter un endroit où on est malheureux, parce que c'est comme ça et qu'il n'y a rien d'autre à faire, pour aller dans un endroit où on sera mieux. Et puis il avait cette chanson, il voulait faire un duo, il y avait plein de choristes, etc. Puis à un moment, il ne trouvait pas. Et il y a un de ses potes, Pimpin, qui est un saxophoniste, que vous avez dû croiser, et qui lui dit, mais il y a cette gamine là qui joue dans le métro d'origine sri-lankaise. Alors elle était née en Angleterre d'origine sri-lankaise, elle était arrivée, elle jouait dans le métro, elle avait un petit caddie dans lequel elle avait son ampli de guitare électrique, elle jouait. Il va la voir et elle est formidable. Et il la rencontre, et Jean-Jacques en 87, donc c'est l'album Entre gris clair et gris foncé, c'est une superstar. Hein. Et il lui dit, vous voulez chanter avec moi? Elle fait, je vais d'abord écouter la chanson, après je vais réfléchir. Puis voilà. Et puis elle arrive, elle a ce succès-là. Il y aura un album de Sirima dans la foulée parce qu'elle est formidable. Jean-Jacques chante dessus d'ailleurs sur l'album de Sirima, et elle sera assassinée par son compagnon qui supportait pas, quelques semaines après la sortie de l'album, qui supportait pas qu'elle ait du succès. C'est un mec médiocre, un musicien médiocre qui aurait jamais de talent et qui va la poignarder. Enfin, c'est une histoire abominable. C'est magnifique et tragique en même temps. Écoutez la voix. Ouais. Je te sais si fragile parfois. Reste près de moi en attendant. Et là, il nous faut quand même parler par exemple de Céline Dion, parce que Jean-Jacques, il écrit pour les autres, et pour les femmes en particulier. Vous savez, le premier choc, d'ailleurs, il vous l'a dit en interview, Patrick, c'est Aretha Franklin. Il entend la voix d'Aretha Franklin quand il est gamin, hein, et il est fasciné par les grandes voix et par les voix de femmes. Et il trouve qu'il n'y a pas d'Aretha Franklin, qu'il n'y a pas de Barbara Streisand en France, et il piste Céline Dion qui chante une chanson de Plamondon, Ziggy, tirée de Starmania. Il se dit quand même c'est chouette. Alors il va voir René. À l'époque, Céline, elle est en train d'essayer de conquérir le marché européen. Elle est une superstar au Canada, mais elle n'est pas encore ce qu'elle est. Hein. Et il lui dit, je voudrais vous faire tout un album. Alors ils sont un peu embêtés parce que René a pensé que Plamondon pouvait lui faire un album, mais quand même. Et Jean-Jacques, il va faire un truc dingue. Il va tout lire, tout écouter, mais quand je dis tout, c'est tout lire sur ce qu'a fait Céline, et il va lui faire un album de chansons sur mesure. Et il y a cette fameuse scène où Jean-Jacques, il y a Eric Benzi, qui est l'ami de Jean-Jacques, qui va produire l'album, il y a Céline, il y a René, et ils écoutent les chansons une à une, donc chantées par Jean-Jacques, et Céline fond en larmes quand elle entend ça, parce qu'il a compris, Jean-Jacques, que la grande histoire de Céline Dion, c'est cette histoire d'amour, et on le voit au cinéma en ce moment, hein, d'ailleurs, avec le film de Valérie Lemercier. La grande histoire de Céline Dion, c'est son amour avec René Angeli. Et du coup, il raconte son hymne à l'amour à elle, et voilà le succès. Et puis alors, l'album français le plus vendu de tous les temps quand même. Ouais. Et puis la carrière de Céline qui change aussi. Ouais, hein. Ouais. Puis Johnny, puis plein d'autres. Ouais. Ça, c'est ça qui est important, c'est de dire aussi quel incroyable compositeur, auteur de chansons. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'interviewer par exemple Jean-Loup Dabadi, qui avait écrit des chansons absolument incroyables. Quand je lui dis à la fin de l'émission, quelle chanson, Jean-Loup, vous auriez rêvé d'avoir écrite et que vous regrettez, c'est pas vous l'auteur, mais que vous auriez, pour vous, la chanson la plus parfaite jamais écrite, il me répond celle-là, vous allez l'entendre, celle qui arrive, et évidemment, qui était chantée par Johnny. C'est l'envie. Écoutez. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je
retrouve. C'est marrant, la première version de cette chanson, il l'écrit en pensant à Sardou. Il la donne pas à Sardou, enfin il la propose pas à Sardou. Il pense à lui parce qu'il cherchait un personnage comme ça. Et quand il se met à travailler avec Johnny sur ce qui va devenir l'album Gang, quand il donne cette chanson à Johnny, c'est la classe que Dabadi a aimé cette chanson quand même. Non mais l'envie, on m'a tout donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le plaisir. Quand on connaît Johnny Hallyday, qui est un homme de 17 ans quand il devient le roi de France, parce que c'est un peu ça l'histoire de la vie de Johnny, on se dit bah oui, en effet, la vie de Johnny, elle est dans cette chanson. Ouais. Et puis, Jean-Jacques, c'est la tolérance, c'est le partage. Par exemple, c'est Aïcha de Khaled. Khaled qui rencontre On n'oublie jamais, on peut pas oublier Ouais. cette chanson-là. Il rencontre Khaled sur un plateau de télé, donc c'est très caricatural ce que je vais dire, mais c'est le juif et l'arabe. Et en fait, Khaled lui dit j'aimerais bien que tu me fasses une chanson, et il n'y a pas trop d'idées Jean-Jacques, il dit une chanson d'amour, très bien. Et Khaled invite, c'est la légende, dans un resto qui s'appelle Pied de Chameau, qui était rue Quincampoix à Paris, il invite Jean-Jacques et il lui fait manger un couscous délicieux. Jean-Jacques, bon allez on y va. Et donc il réfléchit, puis il pense à Aïcha, la femme du prophète, et il écrit cette chanson qu'il offre à Khaled, qui sera le succès qu'on connaît. Ouais. Quel titre, hein. Qui est incroyable. Ouais. Une chanson contre le racisme. Oui, c'est. Mais vous savez, Jean-Jacques. Toutes les intolérances. Vous savez, et puis il y a eu Je te donne, qui parlait de la montée du Front National, et puis il y a eu Envole-moi qui disait qu'il était pour l'école gratuite, l'école laïque. On aimerait bien l'entendre parler, Jean-Jacques, en ce moment, dans une France telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, Jean-Jacques, quand on regarde sa carrière, vous parliez de générosité, en fait, c'est 20 ans de carrière pour lui, c'est-à-dire 1980-2001, c'est 30 ans gratuits pour une œuvre caritative. 1986, 2016, Les Enfoirés. Ouais. Ça veut dire que cet homme, dont on dit la carrière, les tubes, etc., il a plus dans sa vie travaillé gratuitement pour une association caritative qui consiste à donner à manger à des gens qui ont faim que pour sa propre bobine. Vous imaginez, enfin, c'est-à-dire, moi je connais pas d'autres exemples dans le monde de la musique. Oui, il y a son demi-frère, vous en parlez. Ouais, Pierre. Qui est un destin tragique, oui. Dont il ne parle jamais publiquement. À part en off, oui, ouais. Je sais qu'il a parlé à certains de ses amis. Il y a quelque chose d'une blessure de cet homme. Probablement. Qui va mourir tragiquement. En fait, Pierre est le fruit d'un premier mariage entre Moïse Goldman, le papa de Jean-Jacques, et d'une jeune femme qui est polonaise, qu'il rencontre pendant la Résistance. Et donc, ils se marient, ils ont un enfant, et puis ça se passe pas bien à la Libération, et donc voilà, ils se séparent, puis ensuite il va rencontrer Ruth, la maman des 3 autres enfants, donc des 3 vrais frères, enfin des 2, de la sœur et du frère de Jean-Jacques. Et il y a Pierre. Et la maman de Pierre est polonaise, et elle veut repartir en Pologne, elle travaille pour l'ambassade de Pologne, et Moïse se dit, moi je veux pas que mon fils grandisse dans un pays antisémite qu'était la Pologne à l'époque, même après la Seconde Guerre mondiale. Donc il va récupérer Pierre, qui mettra des années à voir sa maman, donc première blessure, qui est un peu une tête brûlée, donc il va aller à l'internat, il va se faire virer, et puis à un moment il va partir dans la lutte armée, c'est-à-dire qu'il va partir en Amérique du Sud, vouloir récupérer Che Guevara, partir à Cuba, revenir en France en 1968, vraisemblablement dans l'attente d'une mission de Cuba qui ne viendra pas. C'est assez calme pour lui 1968 contre toute attente, et puis ensuite il va rentrer dans une espèce d'escalade, il va être accusé de meurtre, jugé dans un procès antisémite où il prend perpète, et puis finalement le maître Kijman va faire repartir ce procès, il sera finalement libéré parce que le procès était vraiment beaucoup trop dur pour lui, et au moment où il est libéré et où il semble s'être calmé, il va être assassiné par un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle Honneur de la police. On saura jamais qui l'a assassiné. Ils ont revendiqué cet attentat, mais on n'a jamais trouvé les gens qui l'ont fait. Oui, une vie en chanson. Jean-Jacques Goldman, Eric, on s'aperçoit que on pourrait parler sa vie, c'est incroyable. Hein. Ouais, c'est passionnant. Et la vie qui se mélange avec l'œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre. Hein. Ouais. Même si lui, il est tellement gentil, modeste. Mais il y a une œuvre, il y a vraiment une œuvre, et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait cet angle-là de conversation, c'est-à-dire je voulais pas faire une biographie de Jean-Jacques Goldman parce que je ne me sentais pas autorisé à le faire. En revanche, ce qu'il nous a donné, ce sont ses chansons. Donc en fait, se plonger dans ses chansons pour essayer de comprendre ce que ça disait d'une époque. Parce que Goldman, il est très comme Cabrel ou comme Dylan, c'est un type qui décrit une époque plus qu'il ne parle de lui. Mais il n'empêche que parfois il parle de lui, donc c'est pour ça que c'était passionnant. Mais juste en ne parlant que de ses chansons, on apprend beaucoup de choses sur lui. Et le fait qu'il soit la personnalité préférée des Français,
Ça vous étonne pas, ça, Non, Eric? ça m'étonne Il y a pas. quelque chose, alors qu'il ne chante plus, alors qu'on ne le voit plus. Oui, vous savez, des fois, en disant rien, on est plus malin que quand on parle à travers. Et c'est pas un garçon qui parle beaucoup. Parce qu'il manque. Ouais, et puis surtout, Ouais. il a toujours en tout préféré un acte à une parole. Et il l'a prouvé avec Les Enfoirés. C'est un type, mais je vous dis, pensez-y, 30 ans de sa vie donnée à une œuvre caritative. Je dis bien donné. Il a jamais gagné un centime. Je pense même qu'il a même perdu de l'argent en travaillant comme ça autant pour Les Enfoirés. Donc voilà, je trouve que c'est important versus 20 ans de carrière. Merci, Eric. Non, mais merci à vous. Vraiment, Ouais. merci de ces interviews qui m'ont beaucoup aidé dans ce livre. Oui, on ne sait pas si jamais il écoute cette émission, Jean-Jacques. À l'époque, on communiquait par fax, ça n'existe plus. Hein. Non, et par mail. Par mail. On Maintenant, a échangé par mail. S'il veut venir, voilà. Mais il ne viendra pas. Bon, on n'y croit pas du tout. On ne sait jamais. Mais avec vous, c'est Un jour, pas j'ai reçu impossible. un coup de fil et il m'a dit j'arrive en moto. Oui, oui. Hein. Mais c'est pas impossible. J'ai vu qu'il vous aimait bien dans ses interviews. Il vous a dit beaucoup de choses très intéressantes, Patrick. Jean-Jacques Goldman, Une vie en chanson chez Hugo et Doc. C'est un livre absolument formidable avec toute la passion d'Éric, évidemment, et Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, on découvre comme on ne l'avait jamais vu. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous, merci beaucoup. Et on écoute Patricia Cass en se Ah bah quittant. oui. Tiens, Patricia qui chante de Jean-Jacques Goldman, je voudrais la connaître. Oh Ça, c'est là un là jeu de là rôle. là, mais quelle Et j'adore cette chanson. Et j'ai posé la Hein question à Jean-Jacques. Je lui ai dit, mais comment t'as fait? Elle me dit, mais t'es pas une femme. En fait, je voudrais la connaître. Pour ceux qui connaissent pas la chanson, c'est une femme qui parle de la maîtresse de son homme. Voilà, je voudrais la connaître, savoir comment elle est, Ouais. est-elle ou non bien faite, Ah, est-elle jolie. c'était une pièce de théâtre, cette Et chanson. il m'a regardé avec son petit sourire, il s'est fait, j'observe. Merci, Éric. Merci à vous. À bientôt. Longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé.